Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Hervé Andriot qui est manager, qui est un consultant en management en EHPAD, spécialisé dans le médico-social et en particulier en EHPAD sur le sujet des ressources humaines. Et ensemble, on va parler de l'absentéisme et de l'attractivité des métiers, comment on réduit l'absentéisme et comment on rend les métiers du grand âge de l'EHPAD plus attractifs, même du soin en général, je pense que ça fonctionne. Avant d'aborder ce sujet, Hervé, je te propose de te présenter, nous expliquer ton parcours. Oui, Arnaud, donc je suis Hervé Andriot. Je suis tombé dans le médico-social à 38 ans. J'ai aujourd'hui 57 ans. Euh, et j'avais un parcours qui ne me prédisposait pas particulièrement à, à être directeur d'EHPAD, puisque j'étais juriste au départ, et puis j'ai évolué vers des fonctions plus générales au sein des entreprises, mais toujours sur la partie administrative ou financière et contractuelle. Donc, bon, je suis passé d'entreprise en entreprise, dans donc une expérience assez variée qui passe par Euro Disney, KPMG en tant que consultant, euh, aussi, je faisais de la finance pour un indépendant et euh, j'ai aussi travaillé pour Elf Total. Donc, voilà, un parcours vraiment différent. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un du milieu et qui m'a interrogé. Je lui ai dit, bon, moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que je pense que j'ai une propension à aimer les gens, donc je ne vois pas pourquoi je, je ne pourrais pas utiliser cette fibre-là. Et puis, j'avais quand même tenté un PCEM1, donc en fait, des études de médecine précédemment. Et je pense qu'au fond de moi, ça restait un peu gravé, sans que je n'ai exploité ce filon. Donc, du coup, je m'interroge sur ces carrières du médico-social dans les années 2005. Et la personne me dit, même 2004, et la personne me dit, tiens, dans 2 ans, je vous embauche. Dans 2 ans, je vous embauche. Et par contre, je vous ferai, quel que soit votre statut, j'ai un statut de cadre plutôt assez bien payé, mais quel que soit votre statut, je vous ferai repartir de la base. Et donc, 2 ans plus tard, je me souviens même plus de lui, il me téléphone, cette personne, et me dit, ça y est, je suis prêt, et vous démarrez. Si vous êtes d'accord, l'aventure en question, vous allez rester peu de temps euh, dans des fonctions terrain, mais je veux que vous passiez par là, et vous allez être encadré par des soignants. Je n'ai pas donc soignant. Et ben voilà, j'ai été adjoint de direction et c'était la direction médicale, la directrice médicale du groupe, avec la directrice de l'établissement qui m'accompagnait au quotidien. Donc, adjoint de direction d'une entité de 70 lits sur une très grosse résidence assez originale, avec de la résidence-service, avec des choses un peu multiples qui existent toujours à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Et j'ai commencé comme ça en mettant un pied dans la profession. Euh, j'ai dû apprendre en fait tout ce rapport à l'autre qui fait le propre du CARE et qui pour moi est extrêmement important. Et j'ai eu vraiment la chance d'avoir cette formation très dure, mais très bercée par l'humanité des soignants, qui m'a forgé et qui m'a permis après d'avoir une très bonne communication avec tous les soignants que j'ai rencontrés et avec tous les corps de métier de la profession. Mais en fait, euh, voilà, j'ai fait aussi quelques soins. J'ai fait des toilettes mortuaires. J'ai fait des choses à l'époque qu'on faisait et qui m'ont vraiment appris ce que ressent quelqu'un que j'allais être amené à diriger plus tard. Ça a duré
Ça a duré un peu plus d'un an, donc ça fait plus longtemps que prévu, mais j'ai tenu. Et au bout de 2 ans, la même personne qui m'avait sollicité la première fois m'a dit, tiens, ça y est, maintenant vous êtes prêt, et moi aussi, vous allez carrément, directement, vous n'avez jamais été directeur, mais vous allez ouvrir un établissement. Bon, d'accord, ok. J'ai commencé directement, donc 2 ans plus tard, vers 2008, par l'ouverture d'un établissement à Montreux-Fautionne. Euh, Expérience nouvelle et vraiment que j'ai pris très à cœur. Et 10 jours avant l'ouverture, il me dit, bien, on a un autre établissement qui se trouve pas très loin, où la directrice est partie. Il est 100% Alzheimer, il est expérimental. Et là, vous allez aussi l'ouvrir en même temps. Donc, on était euh, une IDEC euh, et moi pour ouvrir 2 établissements. Donc, on travaillait le jour et la nuit, on se croisait quasiment jusqu'à minuit. Et l'aventure a commencé comme ça. Voilà. Par la Sacré suite, challenge. un gros challenge, oui, un gros challenge. Euh, Par la suite, au bout de 6 mois, 6 mois, un an, il m'a dit, bon, bah, c'est très bien. Maintenant, vous allez être directeur coordinateur, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à coordonner les établissements qu'on intègre et qui sont en difficulté. En plus de votre établissement, bien sûr, parce qu'on ne va pas vous faire quand même vous faire lâcher votre propre établissement. Donc, je n'avais plus qu'un établissement, mais par contre, d'un autre côté, j'intégrais des établissements, parfois sans directeur et parfois avec directeur, qui devaient s'inscrire dans une démarche commune du gestionnaire privé commercial, Orpea en fait, dans lequel je vivais cette aventure. Ça m'a beaucoup formé tout ça. Ça m'a beaucoup formé et je n'ai jamais lâché cette conscience du care qui fait mon fil conducteur dans ma vie professionnelle aujourd'hui. Et puis, donc, ça a duré encore un an et demi. Et puis, au bout d'un an et demi, la fameuse personne m'a dit, je ne sais pas si tu es au courant, mais là, tu coordonnes presque 10 établissements en plus du tien. En fait, tu es un directeur régional, quoi, quasiment. Donc, je t'annonce que tu es directeur régional sans le savoir. Et donc, je suis devenu directeur régional. Et là, je suis passé à une vingtaine d'établissements. Euh, voilà. Donc, je suis resté directeur régional chez Orpea pendant 7 ans. Euh, Période au-delà, donc on était en 2016, par là, 2016, oui, 2016, 2017, période au-delà de laquelle j'ai quitté Orpea et j'ai créé ma société pour en fait aider les gestionnaires qui désiraient créer de l'immobilier adapté aux personnes âgées, plutôt dans le mouvement des résidences-services. Donc, je faisais beaucoup d'études de marché et je mettais en relation des maires, des gestionnaires autour d'un projet qui me paraissait bien pour l'environnement. Donc, j'ai beaucoup étudié les résidences-services à ce moment-là, toujours avec ce souci de vraiment m'orienter vers l'expérience client et vers ce care qui est toujours important, même en résidence-service. Et puis au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, l'immobilier et les études de marché, c'était moins ma fibre que l'humain pur. Et donc, j'ai été voir du côté de l'associatif et j'ai intégré ADEF Résidence en tant que directeur territorial pour diriger des ESMS de façon générale dans le handicap, dans la personne âgée, des EHPAD, des résidences autonomie, un SIAD, des MAS, des femmes. Et l'expérience associative m'a amené à considérer différemment le développement interne, donc plus par croissance externe, mais par croissance interne à travers des projets qui correspondaient vraiment au réseau local et qui pouvaient à la fois intégrer euh, des, du handicap, des PHV, donc personnes vieillissantes, et en fait profiter de toutes les opportunités des appels à projets de l'ARS ou de l'utilisation de l'article 51 qui permet d'inventer toute pièce des, des produits pour pouvoir avancer dans ce milieu. Ça a duré encore 2 ans et donc au terme de ces 2 ans, euh, j'ai
j'ai créé ma société pour pouvoir accompagner en conseil des établissements qui ont des soucis humains, RH, dans le milieu du médico-social. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi je me suis dit, bon, bah voilà, tu vas sauter dans le vide et tu vas reprendre des missions et un risque personnel. Tout simplement parce que dans ce chemin-là, j'ai croisé en fait une interrogation importante. Euh, c'est que je me suis rendu compte que si on voulait avoir un bon rendu au niveau du résident, il était vraiment nécessaire d'avoir une cohésion d'équipe et des équipes stables. Parce que notre métier, c'est que de l'humain pour l'humain. Que de l'humain pour l'humain. La coque, l'immobilier, euh, la qualité au sens, je dirais, de sécurité, c'est nécessaire, mais c'est pas le métier pour moi. Le métier, c'est l'humain pour l'humain. En fait, ben, l'humain, c'est fragile, et c'est l'humain fragile qui va s'occuper de l'humain beaucoup plus fragile. On est vraiment là-dedans. Donc, il Clairement faut prendre là-dedans, soin. oui, C'est ça. oui. Donc, si vous voulez, sans le savoir, j'ai commencé à toucher du doigt la symétrie des attentions, ce qu'on appelle maintenant la symétrie des attentions. Se dire, de toute façon, si je veux avoir de la bientraitance auprès des résidents, si je veux vraiment bien les accompagner, il va falloir que je considère presque que bah, mon client, c'est aussi le salarié, quelque part. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai la même noblesse d'approche du salarié que de la personne qui est en bout de chaîne et dont va s'occuper le salarié. Sinon, j'y arriverai pas. Parce que voilà, c'est pas des machines, ce sont des gens fragiles et qui se donnent au travail. Et donc, si je prends pas en compte cette dimension, je vais me louper. Non, c'est clair. On rentre là dans le sujet. J'avais quelques questions par rapport à ton parcours. C'est la première fois que je discute à travers ce podcast avec un directeur régional. Est-ce que, voilà, en quelques mots, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui change quand tu deviens DR? Quelle différence entre le métier de directeur régional ou territorial et de directeur d'établissement? Pour tous les directeurs d'établissement qui se disent qu'un jour, peut-être, ils seront directeurs régionaux, qu'est-ce qui change en fait au Ah, quotidien ou dans l'approche ou dans la perception, dans le vécu? Toi, pour toi, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est le même métier? Est-ce que c'est pas du tout le même métier? Qu'est-ce qui change? alors, je crois que l'important, c'est que l'approche du résident reste là. Et c'est difficile parce que quand on est directeur territorial ou directeur régional, on est amené à faire le lien entre un COMEX, donc en fait une direction générale qui a des objectifs, qui peuvent être financiers, c'est pas une honte, c'est pas un gros mot, du moment que le CARE est là aussi. Et d'un autre côté, on a aussi le terrain. Et la direction générale attend de nous qu'on ait aussi ce regard terrain qui va donner corps à l'action de façon pratique, alors qu'elle est développée de façon théorique par le haut. Donc, on a un grand écart à faire pour pouvoir transcrire de façon opérationnelle des besoins qui sont exprimés de façon, je dirais, avec une certaine hauteur et de façon randomisée pour plusieurs établissements. Donc, ça, c'est difficile parce que, comme on parlait de l'individu, et bien aussi l'établissement, je pourrais dire que c'est presque une personne morale en tant que telle, c'est un établissement, mais c'est presque une personne morale. Donc, il a aussi sa personnalité, il a aussi son histoire, il a aussi sa façon d'appréhender le change management, le changement. Et donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Et donc, on ne peut pas prendre une baguette et dire, allez, go, tout le monde y va et demain, tout le monde y est. Non, il faut réussir à adapter son management, son écoute, sa compréhension des difficultés à chacun des environnements pour, ma foi, mettre en place une stratégie qui, elle, est uniforme. Ça, Ouais, c'est la je comprends. difficulté. Donc, et après, on a des différences si on est en associatif, en privé commercial et selon le gestionnaire de façon générale, parce que l'autonomie n'est pas la même, euh, le contrôle n'est pas le même, et donc le positionnement du hiérarchique n'est pas le même.
Donc ça demande une certaine souplesse de ce côté-là. Il faut vraiment être très au clair avec, je dirais, les fondamentaux, les valeurs de l'institution qui nous emploie. Ok. Et toi, dans ton parcours, donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as travaillé dans d'autres domaines, tu as vu d'autres domaines, et quand tu arrives dans le médico-social, euh, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu vois, quel changement par rapport à des très grandes entreprises, même si tu arrives dans un groupe qui, alors peut-être à l'époque, est moins une très grande entreprise, parce que il y a eu l'évolution et les rachats et les fusions au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu te dis quand tu as dit Euro Disney, Total, tout ça, enfin bref, et quand tu arrives dans les EHPAD, qu'est-ce que tu te dis? Euh, En fait, dans les EHPAD, si tu veux, il y a un truc qui m'a vraiment, qui m'a sauté aux yeux, qui parfois, pour certaines personnes, si elles n'ont pas les savoir-être, peuvent leur sauter à la gorge, je dirais. C'est cet affect. L'EHPAD, le monde de l'EHPAD, c'est un monde bourré d'affect, et du médico-social en général. Les gens s'engagent dans ce métier-là. Tu ne tiens pas si tu n'as pas ça. Tu ne tiens pas. Tu es soignant, tu es auxiliaire de vie, tu es directeur, tu ne tiens pas si tu n'as pas ça. Donc, je pense que c'est vraiment cette valeur fondamentale qu'il faut avoir, mais évidemment, un affect euh, qui est, euh, qui est contrôlé, qui est orienté, qui est tout ce qu'on veut, mais il est là. Ça veut dire que tu peux avoir une hiérarchie qui va être très dure avec toi et qui en même temps va se mettre à être presque soignante, si jamais c'est nécessaire, avec toi ou avec d'autres personnes, et qui va te demander d'être presque le soignant de l'humain parfois, euh, parce que c'est important. Et puis l'affect, c'est vraiment une façon de switcher. C'est ce qui est difficile, et ce qui fait que parfois il y a une antinomie apparente qui apparaît entre la gestion et puis le résultat sur le terrain. Mais parce que dans ce cas-là, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler euh, le bénéfice de son affect. Euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on délivre, pour le bien commun, on délivre alors qu'on sait que l'issue, elle est parfois, bah, on la connaît, hein, fatale, mais on continue à délivrer jour après jour. C'est cette, voilà, il y a une certaine communauté qui se fait autour de cet affect et que j'ai pas Ouais, trouvé c'est dans d'autres vrai. sociétés. Oui, voilà, peut-être même, c'est pas tant d'implication, mais c'est que oui, peut-être tu vas vivre un peu les pads 24 heures sur 24, même, Ouais, et c'est vrai que comme ça s'arrête jamais, ouais. tu es tout le temps Mm. connecté, comme moralement, affectivement, et il y a et tout se joue autour de l'humain, des gens, des collègues, des résidents, des familles, des directions. Ok, ok, qu'il y a moins ailleurs. Ce qui nous permet de revenir du coup sur le sujet, je trouve que c'est intéressant. Moi, je suis complètement en phase avec toi, hein, sur le principe que de toute façon, si on veut bien travailler, si on veut apporter quelque chose de bien aux résidents, il faut que commencer par faire en sorte d'avoir une équipe qui soit stable, mais qui soit aussi bien dans sa tête, bien dans ses pompes, comme on dit, qui soit soudée et qui travaille ensemble, parce que tout seul, ça marche pas. Et c'est d'autant plus le rôle du manager de donner et de mettre en place toutes les conditions pour que ça marche bien. Et ça fait le lien avec ce que tu disais. Par contre, il y a tellement d'affects que parfois c'est compliqué, ça génère des conflits par rapport à de l'incompréhension, par rapport à une communication insuffisante, parce qu'on n'a plus assez le temps de prendre le temps de se parler. Et c'est ça qui peut exploser, comme tu dis, mais ce qui peut faire un petit peu bouillir la marmite parce que les choses sont pas exprimées correctement ou pas assez communiquées. Euh, et puis oui, c'est l'humain pour l'humain, hein. De toute façon, c'est une phrase qui résume bien. Donc, toi, comment tu vois les choses pour faire en sorte d'avoir cette cohésion d'équipe et de faire en sorte que tout se passe au mieux et que les équipes soient dans les meilleures dispositions pour apporter le maximum aux personnes et puis sans elles non plus s'épuiser et se retrouver dans des situations difficiles. Alors, ça, Arnaud, effectivement, c'est quelque chose qui me paraît très important parce que sans ça, on peut pas donc prendre soin des résidents. Dans notre métier, on est en fait liés les uns aux autres. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'aide-soignante qui fait son travail, elle ne peut pas juste euh, se dire j'ai fait mon travail, donc le résident va passer une bonne journée. Non.
il y a trop d'interactions en institution, je parle enfin, dans les EHPAD ou en institution en général, entre les uns et les autres, pour pouvoir travailler, enfin, considérer que le travail individuel va trouver naturellement sa place dans le résultat commun. Il faut qu'il y ait de la colle. Il faut qu'il y ait de la colle entre les gens. Il faut que, en fait, chacun interagisse ensemble, se connaisse et que la personne qui travaille puisse retrouver son résultat dans le résultat commun de la journée. Ça, c'est très important. Le but à rechercher, à mon avis, c'est que la soignante, le soir, quand elle rentre chez elle, elle soit fière de son travail. Elle se dise, ouais, bon, bah là, c'était dur, parce que le métier est dur, mais j'ai passé une bonne journée. Ou que le week-end, cette soignante, quand il y a l'apéro, bah, elle se mette à reparler de son travail sous forme de mini-exploits aux voisins qui sont là et qui prennent l'apéro avec elle. Ça va peut-être les embêter, les voisins. Peut-être qu'ils vont dire, ça y est, elle recommence. Mais moi, j'estime qu'une personne qui vit les choses comme ça, elle les vit bien, elle restera attachée à son métier et elle va vivre avec fierté. Et ça veut dire qu'elle est alignée avec son métier en termes de valeurs. C'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'aujourd'hui, moi, les retours que j'ai des équipes, que j'ai eu même, c'est même des infirmiers, tu vois, ils disent, moi, je dis pas que je travaille en EHPAD. Bien Infirmier, c'est sûr, tolérable, mais pas en EHPAD. Et aide-soignant en EHPAD, ils disent, non, mais je parle jamais parce que presque j'ai honte, en fait, tu vois. exactement. En fait, on parle beaucoup d'attractivité aujourd'hui. Tu sais, on dit, bon, les métiers du soin, les métiers sont plus attractifs. Moi, je mettrais un bémol. Je considère que les métiers du soin sont très attractifs. Ils sont très attractifs. Il n'y a que ces métiers qui offrent des perspectives aussi fortes en termes de sens. Je suis peut-être à parti pris. Oui, Je suis peut-être à oui, parti bien sûr. pris. Mais imagine, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de métiers qui peuvent te donner autant de raisons un peu existentielles de t'engager. Hein. Ah, C'est un c'est truc de certain. fou. Et donc, en fait, pour moi, les métiers du soin sont très attractifs. C'est une très bonne nouvelle quand on veut gérer le problème de l'attractivité. Mais du coup, il faut l'apprécier sous un angle différent. Comment ça se fait que le métier est très attractif, mais que d'un seul coup, quand on est en face du patient ou du résident, eh ben, ça va pas. Tout simplement parce que les filières ne sont pas attractives. C'est pas des problèmes de métier, c'est des problèmes de filière. C'est ce qu'on fait des métiers, c'est ce qu'on fait des gens. C'est quels moyens on leur donne pour s'exprimer à ces soignants. Comment elles bossent. C'est ça qui n'est pas attractif. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, on est vraiment on a vraiment des leviers d'attractivité importants qui vont au-delà de la formation, au-delà de la QVT comme on l'entend, au-delà de la GPEC, de tout ce qu'on imagine qu'il faut mettre en place. Oui, bien sûr, c'est la base. Mais le deal, il ne se passe pas là. Le deal, il se passe dans le fait qu'une personne, quand elle est au travail, qu'elle travaille avec un résident, avec un patient aussi, autre part, elles se disent, moi, je suis dans l'intimité de mon métier, dans mon cœur de métier, et les gens qui sont autour, ils ne sont pas dans la pièce avec moi, mais ils connaissent ce que je vis. Ils l'estiment, ils l'évaluent, et du coup, ils vont l'employer à la juste valeur, le travail que j'ai fourni, pour la suite des choses, pour la suite de la prise en charge. Et donc, en fait, il y a une chaîne humaine qui dégrade pas la valeur individuelle, mais qui, au contraire, additionne les valeurs individuelles. Un exemple concret. Tu es en EHPAD, tu as la personne qui, le soir, peut être soignante, et puis tu aides à donner à manger le soir. Il est 18h30, 19h, les gens vont remonter. Et toi, pendant le repas, tu t'arranges pour que les plus en difficulté, qui mangent plus lentement, eh ben, on leur laisse le temps de finir le repas. Et puis, par contre, on amène ceux qui sont un peu plus pressés vers l'ascenseur un peu plus rapidement, parce que tu es soignante et que c'est ta fierté. C'est vertueux de faire ça. Et donc, toi, en fait, tu gères ta salle avec harmonie en disant, bon, je vais éviter un bouchon au niveau de l'ascenseur parce que du coup, il y en a qui vont venir, qui vont monter plus tôt. Et puis, tu te rends compte que la copine qui est là-haut, elle fait un bouchon à la sortie et elle gère les chambres n'importe comment. Donc, en fait, elle dégrade ce que toi, tu as donné, ton intelligence
professionnel est dégradé par la personne qui prend la suite. Parce que dans ce cas-là, la colle du milieu dont on parle, elle n'existe pas. La colle qui permet aux soignants de se sentir dans un corps professionnel. Comme les marins-pêcheurs disent, moi je suis marin-pêcheur, je suis dans un corps professionnel. Pour que les soignants se sentent intégrés dans ce corps professionnel, il faut qu'ils se reconnaissent dans leur pairs. Et donc, en fait, on a perdu, ces dernières années, une homogénéité de fonctionnement qui est due à une nouvelle façon de concevoir le métier, des structures plus grosses, du turnover, euh, des, euh, des remplacements plus nombreux, des cultures métiers qui sont différentes. Voilà, tout ça a fait qu'en fait, euh, eh bien, ton cœur de métier, il n'est pas pris en considération par les voisins, par tes alter ego collègues et ta hiérarchie, qui tu veux. La hiérarchie, pourquoi? Bah, c'est parce que l'infirmière coordinatrice, elle passe son temps à faire les plannings. Donc, elle n'est plus au cœur du métier de manageuse, par exemple. C'est un exemple. La hiérarchie, pourquoi? Ça peut être aussi parce que tu as une évaluation annuelle, mais personne n'est jamais venu voir ce que tu faisais en termes d'évaluation pratique pendant ton soin de toilette. Comment tu peux te sentir valorisé sur l'intimité de ton métier? Et horizontalement, c'est pareil. Tu arrives même à des cas parfois à ce que tes protections que tu as bien compilées sur ton chariot disparaissent au fur et à mesure où tu avances. Tu te dis même, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que les copines, elles viennent de l'extérieur, elles bossent au même étage que toi, et puis du coup, elles te prennent les protections que tu avais prévues, et tout est désorganisé. Ouais, mais ça, des exemples comme ça, j'en ai des tonnes. Tu vois, le cuisinier qui fait son mixé avec des Oui, strates et tout ça, puis la tourne qui dit, OK, je mélange un coup. Enfin, juste le respect de l'entretien des locaux, tu vois. On a fait la chambre et puis les soignants, ils passent, ils font leur truc et en fait, exactement. du coup, derrière, c'est le bordel, il faut recommencer. Mais ça, c'est vrai que c'est un combat de tous les jours qui semble un petit peu presque vain, tu vois. Donc, toi, comment tu fais ou quelle approche, quelle méthode pour qu'à un moment, tout le monde prenne conscience de ça? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Alors, métiers, tu vois, je me posais la question, je me dis, mais est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a trop de métiers? Tu vois, à une époque, il n'y avait pas les infirmiers, en fait, il n'y avait presque pas d'aides-soignants, c'était des agents de service un peu auxiliaires de vie qui géraient tout. Et si on remonte encore plus, c'était les bonnes sœurs. Zéro diplôme, mais elles font tout. Et du coup, tu as une cohésion, tu as une logique. Chacun est au même niveau, il faut s'organiser, il faut se parler. Il n'y a plus les strates, le machin, c'est un tel qui fait ça. Toi, si tu le fais, tu vas aller en prison. Enfin bref, tu vois, c'est ce côté foireux un peu. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a trop de métiers, mais surtout, comment on fait pour avoir cette notion de cohésion tous les jours? Parce qu'il y a aussi la question du manager. Euh, Comment le manager est derrière tout le monde et tous les métiers? voilà. Donc, effectivement, ton approche, elle est tout à fait juste. On a connu le métier, moi, en tous les cas, je l'ai connu. Je suis un peu plus âgé que toi. Je l'ai À connu, raconter. j'ai connu où, en fait, tu avais des petites structures. Les EHPAD, ils faisaient 25 à 40 lits. Donc, en fait, celle qui dirigeait l'EHPAD, elle était à la cuisine, elle faisait deux, trois soins, et puis, tout le monde prenait le poste un peu de tout le monde. Il n'y avait pas de hiérarchie intermédiaire, ça fonctionnait. Et là, forcément, tu as de la colle entre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand tu grossis la structure, on s'est dit, on va hiérarchiser le tout. Et puis, sont arrivés en fait un nouveau type de directeur aussi. Avant, les directeurs étaient issus du soin. Donc, il y avait une certaine, même si ça n'avait pas que forcément toujours que des qualités, mais il y avait une certaine vertu à comprendre le métier et à parler le même langage que les personnes qui étaient sur le terrain et de venir à leur contact. Et puis après, il y a beaucoup de managers qui sont issus d'écoles de management. Et donc, forcément, on a perdu aussi euh, cette notion de contact parce que ces écoles de management aujourd'hui euh, n'organisent pas de stage dans le cadre du cursus, n'organisent pas de stage terrain où la personne pose sa main sur un corps de personne âgée. Ouais, bien sûr. Et tout Oui, ça, ça fait qu'on s'est éloigné du métier. Donc, avec le problème des turnovers, des plannings, tout ça, donc ça, c'est la problématique. Maintenant, les solutions. Ben, les solutions, c'est pas con- c'est
c'est un peu complexe à mettre en place, mais c'est pas compliqué à comprendre. Je pense que beaucoup de personnes, de directeurs essayent de régler les problèmes de stabilité de leurs équipes et de turnover sans partir de la base. Il faut réussir à reconstituer le corps social des gens auprès du résident. Donc ça peut être des soignants, ça peut être des auxiliaires de vie, ça peut être aussi des ASH, ça dépend comment on conçoit la difficulté de l'établissement, c'est un peu du cas par cas. Et pour ça, moi j'ai développé au fur et à mesure de mon expertise une méthode qui est la suivante. Il faut recueillir en fait l'intimité de ce métier dont je te parlais tout à l'heure. Donc en fait, il faut comprendre et partager quel est le moment d'intimité qui est important et qui fait que le soignant, il est aligné à ce moment-là avec ses propres valeurs. Eh bien, c'est d'abord des échanges collectifs qu'il faut mettre en place pour mobiliser toutes les équipes dans ce projet de limitation du turnover et de stabilisation des équipes, en leur expliquant tout simplement que les équipes qui sont dans cette démarche-là, elles vont plus souffrir de quelque chose qui est extrêmement, un élément qui est extrêmement perturbateur de la vie professionnelle, c'est le fait que le matin, elles ne sachent pas avec qui elles vont travailler et s'il y aura quelqu'un pour travailler avec elles. Ça, c'est une réalité du terrain aujourd'hui qu'il faut éliminer. Et on peut l'éliminer. On peut, en tous les cas, beaucoup l'amoindrir. Mais s'il n'y a pas cette prise de conscience qu'elle joue un rôle fondamental dans cette démarche projet et qu'elle va être menée, cette démarche projet, toute l'équipe ensemble, et pas par le directeur, eh bien, au fur et à mesure où on va agréger des personnes sur l'équipe, elles vont être rejetées. Donc, il faut qu'elles incarnent, qu'elles prennent en main cette propre démarche projet. Pour cela, la première étape consiste à les faire parler en groupe des principales difficultés, moments de difficulté de leur métier. Je le fais avec moi, mon partenaire, Benjamin Stanislas, qui est lui issu des RH. Mais ça consiste en fait en quoi? C'est identifier en fait dans les process les moments qui sont chauds et qui sont des moments problématiques où c'est que la personne qui va sauver le moment du métier. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lis le protocole, tout paraît linéaire et tu dis la journée avec tous les protocoles mis avec le c'est parfait. Et pourtant, cette journée, elle tourne jamais comme ça parce que c'est de l'humain pour l'humain. Et donc, quels sont les moments dangereux dans tout ce fonctionnement où on risque d'avoir un échec, sauf si l'humain vient sauver la mise. C'est le moment où, en fait, le soignant s'exprime au plus fort de lui-même. Donc, tu peux le représenter de différentes façons, sur un tableau, voilà, chacun a sa méthode, mais il faut choper ces moments-là. Quand on les a compris, il faut travailler dessus. Et là, après, on va travailler de façon individuelle dessus, avec eux. Donc, on passe en fait, d'un coaching d'équipe à une approche individuelle. Et là, c'est du sondage individuel. Alors, on peut le faire. Moi, je le fais avec des bandes dessinées, par exemple, tu vois. Donc, je mets en valeur ces moments critiques. Et ces bandes dessinées, elles vont être différentes à chaque fois, selon ce que j'ai recueilli au départ. Donc, parfois, ça va être des bandes dessinées où tu vas avoir des bulles à remplir avec, d'un côté, une famille qui parle, le résident au milieu, le soignant de l'autre, et chacun aura sa bulle. Et en fait, le soignant, il va remplir les bulles en 5 minutes. Mais ces bulles seront faites pour prendre en compte les difficultés qui ont été exposées initialement dans le groupe. Intéressant. Parce que du coup, c'est quand même assez, c'est technique, mais ce que je comprends, c'est que en fait, on va rechercher les moments de friction, les moments galères de la Oui, journée. Moi, je les identifie souvent où on est en termes un peu démarche qualité, sur un croisement de processus. Tu vois, l'exemple classique, c'est le repas, parce que tu as l'aide-soignante qui arrive avec ses résidents et tu as le cuisinier qui arrive avec ses repas. Et le problème, c'est que si la communication n'a pas bien été faite, s'il y a le moindre grain de sel dans le rouage,
Et ben, ça part en vrille parce que si les résidents sont pas là, le cuisinier il a des problèmes par rapport à sa température. Si les résidents arrivent trop tôt, ils ont pas à manger, ils râlent. S'il a pas bien mis les mixés, les trucs, les régimes et tout ça, c'est le bordel. Donc là, par exemple, on serait sur un moment comme ça compliqué. On va repérer l'ensemble des points qui sont gênants. La température, attention, faut arriver à l'heure. Est-ce qu'on a bien le nombre de mixés? Comment on a bien communiqué et tout ça? Et c'est ça, du coup, que tu vas aborder à travers la bande dessinée ou en posant tout le monde autour de la table. On va se dire, qu'est-ce qui est bloquant et qui peut vous amener à un moment d'échec? Parce que oui, si ça se passe pas bien, on va être dans une situation pas agréable. Et du coup, on trouve les solutions ensemble pour pas que ça se produise. Ouais. En fait, en tant que directeur, on a tous une vision un peu préfabriquée des choses. Mais quand tu interroges le terrain, tu es souvent obligé de pivoter. Et parce qu'en fait, ça peut être aussi la soignante qui a dit que pendant son soin, et là, t'es pas à l'interface entre plusieurs process, qui a dit pendant son soin que la personne, il fallait la sortir du lit par la droite parce qu'elle est hémiplégique, que c'est bien passé au niveau des transmissions, qu'on lui dit ah c'est super ça d'avoir remarqué ça, il tombera plus, machin chose. Ça passe au niveau des transmissions, et puis elle se rend compte qu'en fait les jours qui suivent, il est sorti par la On gauche s'en parce que fout. c'est plus simple. Et Ouais. pourquoi ça marche? Pourquoi ça se passe comme ça, tu vois? Et donc c'est pas si clair. Et donc il y a des choses comme ça qui nous apparaissent pas. Et puis surtout la deuxième chose, c'est qu'il faut laisser parler le terrain. Parce que même si le terrain rejoint nos convictions de directeur, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et ce process qu'on va voir ensemble d'un bout à l'autre amène en fait un certain pivot de la gouvernance aussi. Et pour que ce pivot de la gouvernance soit fait, ça nécessite que vraiment le terrain reprenne l'ascendant sur la vie de l'établissement. Intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que le manager est plus une fonction support que le haut de la pyramide qui décide. Bah, disons qu'on quitte une fonction traditionnelle de manager, qu'on remet les managers On voit comme ça aussi, hein. au cœur des problèmes, je sais bien, qu'on remet les managers au cœur des problématiques, qu'on se rapproche peut-être de très loin, mais en fait qu'on avance à petits pas vers l'entreprise libérée, hein, Et oui, tout petit pas, en tous les cas, voilà, et qu'on arrive vers un management de coach. exact. Ok. Mais pour faire ça, Toi? donc, mais en fait, Vas-y, vas-y. si j'aborde ça directement au départ, si tu veux, Ouais, on te euh, ferme la porte. on me ferme la porte. Et c'est logique. Et en fait, ce qui est important, c'est de s'arrêter à ce qui convient à l'institution. Hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans l'humilité. Et voilà, moi, mes idées préfabriquées, je les mets de côté, quelle que soit mon expérience de manager, et j'écoute. J'écoute. Oui. En Non, groupe, et puis ça individuellement, prend du temps. ça Tu prend vois, du je pense temps. qu'il faut le dire. Ça prend du temps, et en plus, quand tu le fais avec une personne tiers, c'est quand même plus facile. Donc, j'écoute en Ouais. groupe. Après, j'écoute individuellement et de façon anonyme éventuellement. Et après, je débriefe en groupe. Je Ok. débriefe avec l'orientation qu'on a choisie au départ. Cohésion d'équipe. Donc, dans cette phase initiale, il y a trois phases. Le groupal, l'individuel, et puis on reprend du groupal après pour débriefer. Et Ok. les questions elles peuvent être posées au niveau du management, au niveau des différents corps de métier, si tu as des silos, tu vois. Donc, ça permet aussi de casser les silos. Hmm. Parce que tu te rends compte que les questions, on n'y répond pas pareil, selon les silos. Ouais. Tu vois. Bah oui. Donc, tout ça, ça peut se jouer comme ça. Alors, tu peux le faire avec des bandes dessinées, et puis tu peux le faire aussi en prenant en main des questionnaires assez classiques, plus classiques, on va dire, euh, de RPS et de QVT, mais là, à condition de vraiment les adapter à la situation. C'est un peu plus compliqué, mais il y a différentes façons de le faire. Mais en tous les cas, on tâtonne avec le groupal, on focalise avec l'individuel et on débriefe avec le groupal. Et euh, quand tu mets ça en place, comment est-ce que tu as peut-être des exemples sur ou en tout cas quel impact? Parce qu'on comprend la mise en place, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette méthodologie, de la mise en œuvre
À moyen, long terme, toi, qu'est-ce que tu vois en général? Alors en fait, cette méthodologie, à elle seule, elle ne suffit pas. Cette méthodologie, elle permet d'avoir la dynamique d'équipe nécessaire pour emmener le projet, la cohésion d'équipe. Tu remets de la colle. Et tu sais que cette colle, elle va partir si tu restes comme ça et que tu bouges pas. Ouais. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, tu peux même décider d'appliquer les familles, hein, dans le dispositif. Ça dépend quelle est la relation avec les familles et où en est l'institution avec les familles. Mais alors après, ce qu'il faut faire, c'est définir des indicateurs. De quoi on parle? De quoi on parle? Moi, si tu lis un peu mes posts, tu vas voir qu'il y a un indicateur que je privilégie et je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur par la profession. C'est un truc qui est le suivant et que moi, j'utilise toujours en pratique. Je dis, qu'est-ce que c'est que le turnover? Il faut un vrai indicateur du turnover. Les indicateurs du turnover que te donnent les ressources humaines sont pas pertinents pour notre métier. C'est des indicateurs où on va parler du nombre d'arrêts maladie, d'accidents de travail, choses comme ça, et ou de personnes qui restent en poste longtemps. Voilà. Ça, c'est pour moi, ça ne correspond pas à notre métier. C'est quoi notre métier? De l'humain, j'en reviens toujours, de l'humain pour l'humain. Donc on part du résultat qu'on recherche. Le résultat qu'on recherche, c'est la bientraitance. Si on veut être bien traitant, avec des équipes qui ne tournent pas, ça implique des équipes qui ne tournent pas. Parce que c'est impossible, quels que soient les protocoles, quelles que soient les transmissions, si tu as une équipe qui tourne, c'est mort, ton établissement perd de la bientraitance. Il ne va pas être forcément maltraitant, même s'il tend à l'être, mais il ne pourra pas être bien traitant. Il faut connaître le résident. Et pour connaître les résidents, il faut que le soignant il passe régulièrement devant le même résident. Donc, moi, mes indicateurs, je les ai faits là-dessus. C'est quoi? C'est en fait le, le ratio, le nombre de salariés qui peuvent potentiellement passer devant un résident dans un mois. Et il est très simple. Tu Ouais. prends, tu prends le nombre de salariés qui met un pied dans ton établissement et tu le divises par le nombre de résidents. Ouais, exact. Non, mais c'est Et donc, en complètement fait, logique. et c'est très logique. Et à partir de là, tu ne t'occupes plus du statut du salarié. Est-ce qu'il a été intérimaire? Est-ce qu'il est en CDI? En CDD, tu t'en fiches. Ouais. Le résident, il s'en fiche. Mhm. Il connaît Jocelyne. Il sait pas, Jocelyne, ça fait 6 mois qu'elle est en CDD. Il y a quelqu'un qui connaît. Mais donc, en fait, si tu veux, il faut partir de ça. Et dire ça, je vais faire progresser ce ratio. D'accord? Mhm. Hein. Et c'est ton critère que tu vas regarder tous les mois comme indicateur. Le deuxième indicateur, bien sûr, c'est le nombre de postes non occupés. Parce qu'il y a aussi des établissements où il y a 3 ETP qui sont non occupés. Donc, il faut les deux indicateurs. Il faut Oui, c'est aussi limiter ton ratio d'encadrement, en fait. voilà, ton ratio d'encadrement. Donc là, il faut les deux. Quand Ouais. tu as les deux, tu as tes indicateurs pour pouvoir avancer dans le projet. Ok. Il y en a un Et autre? non, non, mais ça va permettre de vraiment mobiliser les gens. Parce que, Ouais. par exemple, pour bien comprendre, le premier des indicateurs, donc en fait, c'est le ratio des personnes qui sont potentielles, qui sont susceptibles de passer devant un résident. Et bien, ce ratio-là, en un mois, ce ratio-là, euh, il va challenger tout le monde et tout le monde va s'y intéresser. Tu vois? Ça veut dire qu'une Ouais. personne qui est en arrêt maladie pendant 6 mois, eh ben, elle compte zéro. Elle passe pas devant. Et par contre, si tu as un poste qui est libre, qui n'est pas occupé, et que tu mets 4 personnes pour assurer la permanence de ce poste pendant le mois, eh ben, ça va Oui. te faire 4. Si tu n'en mets qu'une, ça va faire 1. Donc le ratio, il va baisser. Il va être Ouais, c'est meilleur. la problématique de l'intérim ou en tout cas de. Et puis tu as aussi une Voilà. notion d'ancienneté. Parce que tu vois, tu peux avoir peut-être un peu plus de monde, mais si c'est des gens qui sont dans l'établissement depuis longtemps, qui connaissent quand même, tu vois, où il y a un lien aussi. Donc c'est vrai qu'après tout ça, c'est à affiner. Mais c'est super intéressant. Moi, c'est une discussion que, tu vois, pour amener cette question-là avec les équipes, notamment quand on parle sectorisation, machin, organisation. Et souvent, ils sont au clair avec ça, c'est de dire, pensez à la crèche. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous amenez vos enfants le matin et que c'est une auxiliaire, une assistante matérielle? Que la nounou, c'est pas la même que d'habitude. Et ben tous y répondent.
Bah, ça me fait chier. Je me sens pas bien. Pas aussi bien que quand j'ai l'habitude de la même personne. Et ça, c'est super intéressant. Et il y a quelques années, je pense qu'il y avait un directeur qui avait fait un post aussi qui était un peu provoque, mais j'avais trouvé ça génial. Il comparait sa maison de retraite à une maison de passe, à un bordel, en disant les résidents, ils se retrouvent en gros à poil devant 10 personnes par, allez, je sais pas, par mois, par semaine, pas par jour. Mais tu vois, et c'est vrai que ça rejoint complètement Ouais. ton approche. Et on peut parler de bientraitance en extrapolant, mais c'est d'abord une question qualité, et derrière, ça induit une question de bientraitance, forcément. Voilà, donc, tu vois, en fait, je pense que notre métier, on l'a réglementé depuis 15 ans, parce qu'on n'avait pas d'argent, on s'est dit, on ne sait pas quoi faire, on va réglementer. Mais en fait, c'est repartir sur des fondamentaux comme ça qui serait intéressant. Donc, en fait, tu mets en place ces indicateurs. Donc, tu as fait la première partie, où là, tu as mis en place ta dynamique d'équipe. Tu as tes indicateurs, tout le monde les comprend. Tu peux même les exprimer auprès des familles en disant, voilà, moi, je sais que c'est votre difficulté à vous. Eh ben, voilà, moi, je m'expose, je suis transparent. Si mes attention, je suis transparent avec mes familles. Et vous allez voir, ça va changer. Et qu'est-ce que tu fais après? Bah, après, il faut avoir une boîte à outils, en fait, où là, tu commences à regarder tous les points critiques qui peuvent t'amener à augmenter ton turnover. Donc là, il y a des choses qui sont assez simples, sensées. Euh, euh, mais par exemple, est-ce que j'ai un pool de vacataires? Et combien j'ai de personnes dans mon pool de vacataires? Quelle réactivité j'ai par rapport à ça? Et puis moi, j'en ai 70 en fait des points comme ça hein, dans ma boîte d'audit. Donc là, je fais un audit de la situation. Et puis j'ai des points enfin, qui sont un peu moins connus. C'est par exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Bah déjà oui, combien de temps on met à payer les gens? Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs de paye? Tu vois? Par exemple, parce que dans notre métier, il y a quand même, c'est quand même des données qui sont importantes et qui sont pas neutres. Bien Euh, sûr. Est-ce que et donc en fait, tu as des points comme ça. Bon, alors tu fais ton petit audit, ça va assez vite, hein, donc sur pièce et puis euh, subjectivement aussi en, en parlant aux gens. Et puis au-delà de ça, tu fais un benchmark de la concurrence RH. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une question qui est de concurrence si tu veux limiter ton turnover. Là, je ne parle pas d'attractivité, je te parle de limitation du turnover dans ton établissement. Donc là, le benchmark de la concurrence, il est assez simple, hein. Ouais. C'est dans cette démarche dont je te parle, moi j'ai pris un parti pris. Alors que parfois il m'est refusé par les gestionnaires, mais je trouve qu'il n'est pas mauvais, c'est d'appliquer tous les intérimaires et tous les CDD dans cette démarche. Parce que tu Mhm. vas faire ta marque employeur avec cette démarche. Ils vont être super, ils vont dire, au lieu que l'intérimaire, il garde le salon pendant que les aides-soignants soient en transmission, il se trouve au cœur de la machine en train de rénover le fonctionnement un peu RH. C'est super Oui, sympa tu pour lui lui. donneras envie de s'impliquer, puis de rester, et puis tu vas le sortir de l'intérim, et tu vas avoir un CDI, et tu... voilà. Et voilà, ça c'est autre chose. Mais oui, bien sûr, ça va faire ça. Donc si tu veux, tu te retrouves avec ces intérimaires que tu vas impliquer. Mais tu vas les impliquer comment? Bah, tu vas aussi leur demander ce qui se passe à la concurrence. Est-ce que Oui. leurs transports sont payés? Ouais. Qu'est-ce qui ferait qu'ils resteraient chez toi? Donc tu vas faire un petit formulaire de 4-5 réponses, type, c'est quoi les points forts de notre établissement? Mhm. Voilà, que tu vas faire et tu vas les interviewer, un quart d'heure maximum chacun, et tu vas récolter ça. Ça va te faire un début de benchmark de la concurrence. Et après, tu vas regarder les annonces, bien sûr, sur Internet pour voir un peu quelle tête elles ont. Ouais. Bien sûr, dans les 70 points, tu vas aussi évaluer la qualité des annonces que tu mets en ligne. Donc, euh, en fait, tu as, donc, pour reprendre, ta dynamique d'équipe qui est posée, tes indicateurs qui sont posés, tu as fait ton audit des points critiques qui sont exclusivement en relation avec le turnover et les RH, et là-dessus, tu as fait ton benchmark de la concurrence. Le but, c'est après de faire un pareto des points critiques qui dysfonctionnent le plus en fonction de tout ce qui t'a été remonté par les équipes. Et Ah. là, tu définis des plans d'action. Le but, c'est qu'il faut les suivre avec les équipes
et continuer quand même à faire des réunions régulières, où tu vas gagner du temps au bout du compte. Parce que les équipes, elles vont donc être dans une dynamique de coproduction de ton établissement. Et petit à petit, tu vas peut-être même t'éloigner de ton projet initial et tu vas commencer à parler de la restructuration du fonctionnement en UP, en unité protégée, tu vois. Mais donc, en fait, et là, tu commences à voir comment la gouvernance de l'établissement peut changer. Non, bien sûr. Non, non, c'est très clair. Et donc, en fait, toutes ces étapes, avec en plus une dynamique famille. La dynamique famille, pourquoi je l'aime bien et pourquoi elle est importante, c'est comme la dynamique intérim et vacataire est importante et t'amène à stabiliser des gens qui se mettent à vouloir bosser sur place. Bien sûr, dans ton audit, tu vas regarder aussi comment, qu'est-ce qu'il y a comme différence de salaire et est-ce que tes salaires sont bien échelonnés, tu vois, s'il n'y a pas des injustices RH. Et donc, ça c'est important parce que quand tu rajoutes, quand tu commences, Justice tu vois, organisationnelle, c'est un vrai sujet. voilà. Donc en fait, quand tu as mis tout ça d'éclair d'un côté, tu as de quoi vraiment bosser avec ta direction générale. Parfois, il faut un petit peu d'argent, parfois, il ne en faut même pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, tu gagnes beaucoup d'argent. Quand tu fais ça sur des résidences, tu peux gagner jusqu'à 30 000 euros par mois, hein. Bah, déjà, tu retires l'intérim, ça a explosé. Donc, tu as ça. Et le turnover, il y a tout ce qu'on va penser au niveau direct, salaire, mais derrière, c'est la qualité qui est indirecte et qui permet que tu évites des remarques, des plaintes, du gaspillage, de la perte de temps. Et puis, tu as toute la précarité. Tu payes la précarité. L'intérim, tu payes aussi l'agence. Donc, tout ça, c'est beaucoup de frais que tu payes en moins. Et donc, moi, j'arrive parfois jusqu'à 30 000 euros par mois, en moins. Donc, l'argent, tu peux le répartir comme tu veux. Soit tu le mets sur une petite évolution euh, pour, pour régler les problèmes de justice salariale, tu vois. Valorise tes Soit tu te salaires, dis, soit tu te améliore dis le par quotidien. exemple, soit tu te dis, ben moi j'ai fait mon benchmark, mon audit, tout ça, qu'est-ce qui remonte? Ben, il faudrait que je paye un peu de transport pour les gens qui sont plus loin, parce que quand je fais 25 bornes, j'ai un public qui veut bien venir bosser pour moi. Donc ben, peut-être que je vais pas payer plus, mais par contre, je vais revoir ma politique de trajet, de paiement des trajets. Tu Mm. vois, après tu affines, mais c'est pas beaucoup d'argent par rapport à tout ce que ça te rapporte. Ah ouais. Donc en fait, À la et, stabilité que tu vas avoir au quotidien dans le soin, des fois, oui, tu vas payer un. Ouais, tu mets ta politique transport en commun facile, à la fois tu fais du RSE, mais c'est juste. Et ça apporte quelque chose d'efficace pour tout le monde. Non, ouais. mais. Donc tu es vraiment sur une dynamique, tu transformes le cercle vicieux du turnover, où en fait tu épuises les fameux soignants dont tu parlais tout à l'heure, Mhm. qui sont ceux qui te tiennent la journée, même s'il y a du monde qui ne connaît pas autour. Ça, c'est le cercle vicieux, et tu transformes ce cercle vicieux en cercle vertueux. Et en Ouais. fait, pourquoi c'est vertueux? Parce que tu vas faire des économies de masse salariale et de charges, on va dire charges de charges. Tu vas, en impliquant les familles, tu vas réussir à changer ton Théo singulièrement. Parce Mm. qu'en fait, les familles, elles vont se dire, j'ai confiance dans l'établissement, il y a de la transparence et on s'occupe de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de personnes en face de moi, donc je les reconnais, je les connais, j'ai plus confiance et j'arrive à communiquer. Parce que C'est c'est une bonne toujours Madeleine, communication. parce que c'est toujours Madeleine qui est là. Et donc tout ça va faire qu'en fait, tu vas aussi transformer ton taux d'occupation. Donc tu es Ouais. vraiment dans une démarche qui est très vertueuse sur tous les plans, qui plaît à ta direction générale de cette là, et qui plaît aussi humainement à toi, parce que le care au départ, tu vas en avoir davantage. Et puis, on va se le dire franchement, t'as moins d'emmerdes. Tu Bah, tu galères plus m'étonnes. à remplacer en dernière minute et puis t'as plus non plus des plaintes et des remarques et la critique de ton organisation qui dépend pas directement de toi, mais qui dépend de toi quand même, mais sur lequel tu as peu de prise. Et là, du coup, tu récupères une spirale positive. Non, mais Ouais. Bon, c'est bah, voilà. Donc après, en fait, il faut mettre du visuel aussi, hein. Donc il y a une partie qui doit être symbolique et visuelle et une partie de fond dans les actions que tu super, choisis. super, super. Ça marche Non, vraiment moi, ça me bien. parle. Moi, j'en Alors, suis persuadé. ouais. Alors, parce que du coup, je voudrais. C'est un peu le temps et après, voilà, mais on est sur une question
moi, pour lequel je suis persuadé. Après, il faut prendre le temps, il faut peut-être avoir des références et tout ça. Et du coup, pour conclure, c'est comment on te contacte, comment on fait pour en savoir plus, comment on fait pour juste pour te contacter, en savoir plus sur la boîte à outils, un accompagnement, de l'aide, des Alors, conseils. je pense que c'est un métier où voilà, il faut faire un peu open source, hein. C'est un peu le principe de Buzzog, de tout ça. Et en même temps, euh, c- voilà, moi j'ai mon expertise et elle est forcément très utile. Et donc, en fait, pour me contacter, c'est facile. Hervé Andriot sur LinkedIn, Andriot. Et là, je suis en ligne et je publie beaucoup. Si on regarde tous mes posts depuis 1 an et demi, qu'on les met bout à bout, eh ben, on a déjà certains éléments qui sont parce que je ne fais aucune rétention hein, Oui, tu partages, là, tu nous as partagé ta méthode de A à Z, en fait. Après, Ouais, voilà. mais bon, c'est bien de le savoir. Après, il y a la notion de, t'as la recette, mais après, il y a le savoir-faire aussi et l'adaptation. Donc, Ben, qui est du c'est coup un autre certain, si tu veux, sujet c'est sur que lequel moi, peut en être fait, j'ai utile. affiné une boîte à outils, j'ai plein de réponses à apporter au cas par cas, et là, ça peut pas se partager, c'est vraiment du cas par cas, si tu veux. Mais Ouais, tu finis par avoir, en fait, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que ouais, bien sûr. Parce que tu sais où tu vas et tu sais comment tu fais du coaching d'équipe et tout ce qui va avec. Donc, forcément, ça joue vraiment en faveur du système. Donc, Hervé Andriot, moi après sur LinkedIn, et moi après on peut aller aussi sur le groupe Diedre, Diedre, hein, et là il y a une page là-dessus puisque c'est mon partenaire avec qui je bosse sur cette question-là, que vous pouvez retrouver. Et puis sinon, j'ai mon mail, c'est très simple, c'est mon nom, Andriot, Andriot, Hervé attaché et sans accent, arrobase, gmail.com. Ben, nickel. Ben, merci pour ce partage. Et puis, peut-être à bientôt. Merci Arnaud, merci de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et merci de partager avec des gens comme toi euh, qui partagent des valeurs et j'espère que ceux qui nous les écoutent ont les mêmes, j'en suis persuadé. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.